Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ma 8e chronique BD de 2018. Je vous rappelle le concept des chroniques BD que je fais. Premièrement, je suis en direct toujours, alors il n'y aura pas de montage vidéo, il n'y aura pas de truc qui va apparaître, il n'y a pas d'effets spéciaux, ce n'est que moi et vous qui parlons de BD ensemble et tous les livres que je parle dans mes chroniques sont bien sûr disponibles à la bibliothèque François Hertel du Cégep dans la Pocatière dans lequel je travaille. Et quand ils ne sont pas disponibles, c'est parce qu'ils sont en commande ou je vais les commander. Alors, majoritairement, ce sont tous des BD que vous pouvez venir emprunter ici si vous êtes de la région, ou bien j'espère bien que les BD dont je parle sont également existantes dans d'autres bibliothèques. Aujourd'hui, quelques petits trucs. Je vais parler de deux séries en particulier, et puis d'une BD. Puis je vais également faire le tour des nouveautés que j'ai reçues, parce que j'ai reçu beaucoup de nouveautés hier avant de quitter pour le bureau. J'ai vraiment reçu une boîte de nouveautés avec plein de romans. Mais je vous rappelle que je vous parle beaucoup de BD, mais je pourrais faire la même chose avec les romans parce que j'en ai beaucoup aussi, ou avec les documentaires, tout ça. Mais j'ai décidé de vous parler de BD parce que c'était ma passion. Alors, je vous rappelle, je suis en direct quand je réponds à vos questions, vos commentaires, vos suggestions en direct. Alors, des fois, ça peut paraître confus et ça fait partie de ce que je fais. Alors, il y a mon ami Yann qui me salue. Alors, salut mon ami Yann. Alors, les autres, ne vous gênez pas. Si vous avez des questions, des commentaires, go. Ça va me faire un immense plaisir de vous parler. Aujourd'hui, je suis un peu nerveux parce que je vais parler d'une grosse série. Une série qui est pas grosse en termes de tomes, mais qui est grosse en termes d'influence, de Prophète, en termes de Mathieu Laufrey. Je vais finir avec ça parce que c'est quand même un gros morceau. Je pense pas non plus être capable de bien la vendre, cette série-là, parce que c'est vraiment un genre d'ovni dans le franco-belge, cette série-là. Alors, je vais essayer d'en parler avec passion de ce que je fais. Mais je vous rappelle que je suis pas un chroniqueur BD. Je suis seulement quelqu'un qui jase avec vous de ma passion. Alors, commençons avec une petite série qui est Wonderball de Beko, juste ici. Alors, j'ai déjà parlé de Jean-Pierre Beko, parce que Jean-Pierre Beko, c'est quelqu'un c'est scénariste qui a écrit l'Histoire secrète, la série chronique l'Histoire secrète en 34 tomes, si je me souviens bien, qui était qui était relié avec Arcane par Arcane Major. C'est une série que j'avais énormément appréciée. D'ailleurs, j'avais fait une capsule vidéo sur l'Histoire secrète et sur Arcane Major. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que je trouve qui écrit très bien. Par contre, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Alors, il fait beaucoup de séries, il fait beaucoup de trucs. Alors, il faut être sélectif dans tout ce qu'il fait parce que sinon, on aurait trop de choses à faire. Et puis, Wonderball, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il délaisse un peu le côté uchronique. Et il a écrit en collaboration avec Fred Duval. Alors, Fred Duval, c'est un scénariste qui a travaillé sur Travis, entre autres. Là, je ne vais pas me tromper, fait qu'il faut pas que je me trompe. Puis, on se rappelle également de Carmen McCallum. Alors, Fred Duval, c'est quelqu'un qui fait de la science-fiction, dans le style cyberpunk un peu. Alors, c'est un auteur quand même assez, scénariste assez connu. Et puis ici, on tombe dans un style complètement différent de ce que Beko fait habituellement. Alors, on tombe d'un genre d'enquête policière mélangée avec un petit peu de complotisme, de théorie du complot à l'intérieur de tout ça. Puis, on revient encore avec le petit côté là, humain augmenté par toutes les expériences scientifiques et tout ça. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, je vais vous en parler de mon appréciation. Pour l'instant, il y a 4 tomes. Alors, il y a monsieur, oui, c'est vrai, excusez-moi, il y a monsieur Christian qui dit « J'arrive » et mon ami Franck qui me dit « Aïe, Marc ». Alors, aïe, mon ami Franck, je vous rappelle que des fois, ça peut être confus, j'arrête de parler, moi, je parle avec vous. 4 tomes, le 5e devrait sortir normalement. Il y a M. Duguay qui nous dit salut. Alors, bonjour M. Duguay. Simon qui me dit salut Mister. 4e de couverture. On va commencer par ça tout le temps. Hein? Alors, San Francisco en 83. Ça nous donne le lieu. Un tueur de masse abat 9 personnes en 9 secondes. 9 personnes en 9 secondes, donc ça fait un tir par seconde. Déjà là, on sait que c'est humainement impossible de réussir un tel exploit. Alors,
Vous allez voir que c'est relié aussi un peu avec des événements qui sont arrivés. Hein. On a pris des événements là, historiques, comme l'assassinat de Kennedy, entre autres, ou ce que le fameux tir magique. On essaie de développer autour de ça. Depuis le toit d'une rue passante, l'inspecteur Spadaccini, alias Wonderball, est chargé de l'enquête. La rapidité du tueur lui rappelle un dossier qui a marqué sa carrière, l'assassinat de Kennedy. L'occasion d'une promenade dans le passé, celui de San Francisco, freak et toxique des années 60. Le héros, c'est l'inspecteur Spadaccini. C'est l'un des meilleurs flics de la côte ouest, mais il déteste les hippies, les drogués, la presse, son ex-femme, ses coéquipiers, sa hiérarchie. Par contre, il aime à la folie les Wonderballs, ces friandises dont tous les gamins raffolent au point que c'est devenu son surnom chez les flics de San Francisco, Wonderball. Le héros, c'est vraiment un héros quand même assez classique, un style d'inspecteur Henry un peu là, tu sais, quelqu'un qui est toujours sur le bord entre la frontière du bien et du mal, quelqu'un qui est taciturne, qui veut faire ses affaires tout seul, extrêmement violent également au niveau de ses techniques de policière. C'est quelqu'un qui va frapper avant de poser des questions. Par contre, c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant. Hein? C'est quelqu'un vraiment qui est capable de résoudre des enquêtes. Et il était à l'époque de la sécurité de Kennedy et on sait que Kennedy est décédé. Alors, c'est comme un peu toute cette partie-là qu'on revient à l'intérieur de ça, fait qu'on va mélanger ça. Il y a mon ami Sébastien qui me dit « Salut Marc, salut mon ami Sébastien. » Alors, je reviens, attendez-moi un instant parce que j'ai quand même pris quelques notes. Là. On part à la base par une enquête policière qui est sur un événement qui est un peu surnaturel, mais pas surnaturel au niveau des fantômes et tout ça, là, mais tu sais, 9 secondes, 9 personnes tuées en 9 secondes, déjà là, ça colle pas, c'est impossible, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose qui vient jouer à l'intérieur de tout ça. Et le policier, ben, lui, il va partir pour essayer de comprendre ça, essayer de comprendre comment il a fait, pourquoi il a tué 9 personnes, et d'ailleurs, il y avait-tu un mobile, un lien entre ces personnes-là, et au lieu où ce que le tueur a exécuté, a fait ses meurtres, il a laissé les 9 cartouches de balles dans un ordre très, très précis, et je vais vous les montrer parce que c'est quand même assez important, parce que ça va nous donner un genre, je ne sais pas si vous voyez, là, comme il faut, là, ça va nous donner des indices par rapport à l'enquête. Alors, on va suivre vraiment l'inspecteur qui va partir, qui va faire cette enquête-là. Et là, à l'intérieur de ça, ben, on va tourner sur un petit côté complot et on va se rendre compte que le personnage principal est lié vraiment dans ce complot-là. Alors, il va essayer de dénouer l'enquête, puis en même temps, ça va l'amener à se rappeler des choses de son passé qu'il ne se rappelait plus parce que c'est quelqu'un qui a été adopté, il n'y a pas de parents et tout ça. Là. Il y a un passé qui est un peu sombre et tout est relié ensemble. Et puis, on va vraiment jouer à l'intérieur de tout ça. Alors, c'est très bon. J'ai trouvé ça très dynamique au niveau de l'histoire. On n'a pas le temps beaucoup de souffler. Alors, c'est vraiment super rapide. C'est classique quand même comme histoire. Je dis, ça révolutionne pas l'histoire de la BD en tant que telle, mais j'aime ce petit côté complot, ce petit côté expérience, des expériences de la CIA qui ont fait sur certaines personnes pour essayer de les rendre plus forts et tout ça. Tu sais, tout ce côté-là, j'aime ça. Puis il y a un petit côté également religieux qui vient se rajouter à l'intérieur de ça, mais je veux pas trop en parler. Il y a mon ami Stéphane qui m'a dit bonjour Marc et bonjour tout le monde. Alors bonjour Stéphane. Le tome 1, c'est le chasseur. Alors, on commence vraiment avec le type qui part l'enquête, qui a tué les 9 personnes. Alors, c'est le premier personnage que l'inspecteur va rencontrer pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il est où, là, ce type-là, parce qu'il n'est pas mort. Alors, on va essayer de trouver le meurtrier. Le tome 2, juste ici. Alors, mise en congé forcé dans l'attente des résultats de l'enquête interne sur la mort du chasseur. Je ne vais pas trop vendre de punch, mais c'est quand même la 4e de couverture, c'est correct. La Wonderbird assise au funérailles de son ami Bob Archer, c'est là qu'il est approché par un mystérieux individu, affirmant connaître les liens entre le collège invisible et la mort d'Archer. Ces révélations mèneront Wonderbird à des tombes creusées dans le désert du Nevada, mais surtout à la découverte de son passé. Alors ici, on a le fantôme. Alors là, on a vraiment comme un petit côté de complot qui vient se rajouter à l'histoire avec le collège invisible. Alors, on voit qu'il y a des ramifications entre différents sphères du gouvernement
Et, le fantôme, lui, va faire le pont là-dedans. Un personnage mystérieux, on ne sait pas c'est qui, c'est un genre d'informateur, est-ce qu'il est bon? Ça fait beaucoup penser à Cigarette Smoking Man dans X-Files, dans le style, toujours très sombre, avec le chapeau et tout ça. Il donne pas beaucoup de détails. Il parle souvent d'énigmes également. Il y a souvent les gens qui vont vraiment amener essayer de pister les enquêteurs vont leur donner seulement des petites bribes d'informations. Alors, on suit le style classique de l'histoire. Très bon. Je vais parler du dessin à la fin. Je sais que j'ai certains de mes amis qui aiment beaucoup quand je jase de dessin, alors je vais le faire. Tome 3, juste ici, alors l'histoire. Suivant la piste des indices semés par le fantôme, je vous rappelle, le fantôme, c'est le monsieur ici. Hein? Wonderball se rend à Utah pour y fouiller les archives d'une société de production cinématographique responsable des manipulations par images subliminales. On tombe dans le complot, je vous l'ai dit, hein, des humains augmentés par des différents types de processus, tant au niveau mental qu'au niveau physique. Sa route va croiser celle d'un shérif tueur psychotique envoyé par le collège pour le capturer. Alors le shérif, lui, un autre personnage qui va venir se joindre à l'histoire, qui va essayer de mettre un peu son grain de sel et de tuer tout le monde, parce que c'est un tueur psychopathe, vraiment très, très psychopathe. Et le tome 4, qui est le photographe, et le tome 5, qui est pas sorti encore, je vous le répète, poursuivant toujours plus intensivement son voyage initiatique au cœur de son enfance. Je vous le rappelle, tout le long de l'histoire, on tombe vraiment dans tout son côté de son enfance très sombre, qui ne connaît pas lui-même. Alors, il va avoir beaucoup de révélations qui vont se faire, et ces révélations-là vont se coller sur l'histoire. Il va se rendre compte qu'il y a peut-être un rôle plus grand à jouer dans cette histoire-là qu'il le pensait lui-même. À la poursuite du célèbre photographe, grâce au fantôme, il parvient à le capturer pour l'interroger. Mais alors que certains voiles sur le passé de Wanda se lèvent, le collège invisible se décide d'entrer en contact avec lui. Alors là, on va voir vraiment le personnage qui va prendre dans le complot. Dans les premiers tomes, il était à l'extérieur de son complot-là, il essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et dans le tome 4, on va vraiment le voir intégrer un peu ce complot-là de l'intérieur pour se rendre compte qu'il était vraiment actif sans le savoir dans toute cette histoire-là. Et le tome 5 qui n'est pas encore sorti, je vais quand même vous donner le titre qui devrait arriver bientôt. Ça devrait être le dernier tome, qui est l'apiculteur. Alors, j'ai pas d'informations à vous donner là-dessus. Alors, j'ai vraiment très, très hâte de voir comment ils vont conclure cette histoire-là. Alors, Peko, c'est quelqu'un qui est très dynamique dans son écriture. Des fois, par contre, je l'avais dit dans l'histoire secrète, il a tendance à écrire comme si on était au courant de tout. Hein? Les personnages, il va amener une situation. Puis, ce qui paraît très évident pour les personnages, parce qu'ils sont à l'intérieur de ce monde-là, ils gravitent autour de ce monde-là, mais pour nous, le lecteur, c'est peut-être des trucs qu'on connaît moins, c'est des trucs qu'on ne sait pas. Alors, il y a toujours comme un petit côté omniscient dans son écriture qui fait en sorte qu'on peut se perdre quelquefois. Alors oui, ça arrive que quand on est rendu au tome 4 ou au tome 3, comme dans l'histoire secrète, comme dans l'Arcane Major, on doit revenir en arrière pour bien saisir les ramifications de son histoire. Alors que des fois, ça dérange un peu. Mais ça fait partie de la game, comme on dit. Hein. Quand on va avoir une histoire qui se tient, souvent, on recule. Ça m'arrive souvent, on a les lignes de reculer en tant que tel. Le dessinateur, c'est Conan Wilson. Honnêtement, c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup. Je vous mentirai pas. Conan Wilson, il a travaillé beaucoup. Il a travaillé chez Marvel, je pense. Il a travaillé pour faire des trucs sur Star Wars aussi. C'est un dessin qui est quand même classique. Je vais vous en montrer quelques planches, excusez-moi. Un style que j'aime bien. On pourrait dire un style semi-réaliste en tant que tel. Là. Je suis pas un spécialiste au niveau des styles de dessin, je vous rappelle. Moi, j'ai beaucoup aimé la couleur, j'ai beaucoup aimé le dynamisme, le découpage. Surtout au niveau des décors, encore une fois, on a des magnifiques villes, des magnifiques gratte-ciels. On joue beaucoup sur la texture des décors, des nuages et tout ça. Puis on est capable également de voir beaucoup d'émotions au niveau des gros plans, au niveau visuel des personnages. Alors ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Et l'histoire se lit très bien. On a vraiment là, une très, très bon sens de lecture. Alors, c'est vraiment facile à lire. On se perd pas dans le découpage en tant que tel. Très belle coloration qui fait un peu
qui fait un peu style policier, très gris, très sombre, mais en même temps, on va y aller avec des couleurs ciel, mais même dans le ciel, on va garder ça toujours un peu là. On va toujours garder ça un peu sombre quand même, là, pour représenter le côté sombre de l'histoire en tant que tel. Et ça, c'est l'assassinat de Kennedy en tant que tel, là, où ce que le personnage là, était là, vraiment là, au niveau des services secrets. Là. Alors, c'est sa plus grande échec d'ailleurs. Il n'a jamais compris comment Oswald avait réussi à tuer Kennedy. Alors, Pecot aime ça mélanger les trucs historiques. Hein. Il fait beaucoup d'Uchronie. Alors, par contre, celle-là ne fait pas ce style-là, mais il aime ça prendre des faits historiques puis les mélanger avec ses histoires. 4 beaux tomes, c'est aux éditions Delcourt dans la collection Série B. C'est vraiment une belle série. Si vous aimez le policier, si vous aimez vraiment policier, mais tu sais, il y a tout le côté là. Expérience un peu bizarre qui s'est passé là. Christophe Beck travaille beaucoup là-dessus aussi avec Prométhée. Tu sais, des expériences gouvernementales, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Un peu comme dans Akira aussi. Tu sais, les expériences Malak Ultra, je pense que ça s'appelait là, la prise d'acide pour essayer de développer les phénomènes ultra-sensoriels chez les gens. Alors, on a tout ce côté-là qui vient se rajouter à ça. Puis on a un beau personnage. On a un beau personnage qui est quand même qui est commun. Un personnage de policier un peu ruste, un peu bing bang, mais il est bien défini, il est bien décrit, puis on est capable vraiment on s'attache à lui parce qu'on veut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé dans son passé. Être passé dans son passé, ça se dit mal, mais en tout cas, vous avez compris. Puis moi, j'ai beaucoup aimé cette série-là. Alors, je vous le conseille. Alors, c'est Wonderball chez Delcourt. Alors, il y a mon ami Christian qui dit, j'ai une petite annonce à faire à la fin. Pour une première rencontre, oui, il n'y a pas de problème, Christian, tu feras ton annonce, ça va me faire un grand plaisir. C'est vraiment là, aucun problème. Attendez-moi un instant. Je vais rien que fermer des trucs. Pour pas que je me perde dans mes affaires. Alors là, on va tomber. Je garde, profite pour la fin. Je vous rappelle, moi, quand je fais mes chroniques, je prends pas une série en particulier. Je monte dans ma collection, je me promène, puis je vois des trucs, je me dis, ah, ça, j'ai jamais parlé de ça, je vais parler de ça. Ça, j'ai jamais parlé de ça, je vais parler de ça. Ça, j'ai jamais parlé de ça, je vais parler de ça. Majoritairement, je parle de livres que j'ai lus, bien entendu, hein, parce que c'est un peu difficile de parler de trucs que je n'ai pas lus. Quand je peux présenter mes nouveautés, ben, on va les connaître ensemble. Alors, c'est sûr que je les ai pas tous lus, les nouveautés, mais il y en a quand même quelques-uns que j'ai feuilletés. Ça m'est tombé dessus. J'ai déjà fait une chronique sur Moebius, mais ça me tentait de vous le présenter. Je sais que les gens le connaissent, Arzac. Arzac, c'est une petite BD muette, complètement muette, en noir et blanc, en couleur. C'est un genre de laboratoire d'idées que Moebius a fait. C'est une BD qui est très, très importante au niveau de l'histoire de la BD parce que ça a révolutionné vraiment le genre à l'époque. Et puis, Moebius a vraiment travaillé avec cette BD-là a créé un nouveau style, un nouveau monde en tant que tel. Puis, ça suit pas, il n'y a pas d'histoire en tant que tel. On suit rien que Arzac, qui est le personnage principal avec son pétroïde, qui est un genre de pyrodactyle, qui est mécanique. Au début, on ne le sait pas. On va se rendre compte que dans le fond, c'est un genre de robot. Puis, c'est des petites histoires courtes, vraiment peut-être 3-4 planches, qui vient mettre le personnage dans certaines situations. Puis, aucun dialogue. Seulement du travail extraordinaire au niveau du dessin. Puis Moebius a cette capacité-là de toute façon de ne pas avoir besoin de parler parce que son dessin parle pour lui. Je l'ai déjà dit, Moebius, selon moi, c'est un des plus grands dessinateurs de l'histoire de la BD qui avait cette capacité-là. Otomo a cette capacité-là également de ne faire qu'une planche sans dialogue, puis le dessin va parler pour lui. Hein. C'est des personnes qui ont un talent là, extraordinaire, là, qui ça leur sort des oreilles, puis ils sont capables de faire n'importe quoi. On va quand même vous en montrer quelques planches. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment ça quand je parle des BD et que je montre quelques planches de Arzac. Ici, on parle quand même d'un classique. Je ne ferai pas beaucoup de temps sur Arzac. Je l'ai vu, je me suis dit, je veux en parler.
Je veux le montrer. Je veux vraiment le montrer à quel point Moebius est extraordinaire au niveau de la BD. Vous voyez ici cette merveilleuse planche-là. Un découpage avec le personnage principal qui est en avant. Toute l'histoire qui se déroule autour de ce personnage-là. Je veux dire, ça parle tout seul. Tu n'as pas besoin de dialogue pour expliquer vraiment comment ça fonctionne. C'est ça, Arzac. C'est quelque chose qui a révolutionné le style parce que c'est les couleurs, c'est tout, hein. Moebius, c'est ça. C'est son style particulier aussi, hein. Des fois, c'est des dessins qui peuvent être crus, qui peuvent être violents, des dessins qui peuvent également, où ce qu'on voit tout, là, je veux dire. Regardez ça, là. Hein? Je veux dire, on n'a pas besoin de mettre de nomatopée, on n'a pas besoin de mettre rien pour expliquer le concept de cette planche-là. Hein, le personnage, il bouge, l'eau de l'attaque, et là, on roule sur le côté. Je veux dire, c'est vraiment extraordinaire. C'est une très belle BD. Une petite BD, il faut aimer le genre, bien entendu. C'est de la science-fiction. Ça a révolutionné le monde. Alors, Arzac, et ça, c'est aussi chez aux Humanoïdes Associés. Et puis, je dois absolument ajouter ça à ma collection, oui. Mais je te conseillerais vraiment cette collection-là. Cette collection-là, vraiment, c'est la nouvelle édition. Une édition augmentée avec, au début, vraiment une préface de Moebius, une introduction également. Puis, à l'intérieur de lui, en plus, il y a la déviation, qui est une de ses premières histoires, qui est écrite. Cette collection-là est vraiment sublime. Et puis, on a vraiment tout refait les grandes œuvres de Moebius, les vacances du Major, le garage hermétique, l'homme est-il bon. Il y a vraiment tout fait dans cette collection-là. Petite collection qui est un peu plus dispendieuse que la version originale, parce qu'on parle quand même de 30 $. Habituellement, ça vaut entre 24 et 25. Mais c'est une très belle collection aux éditions Humanoïdes Associés. Alors, pour bien connaître l'œuvre de Moebius, Arzac, c'est vraiment comme un classique. Je crois qu'Arzac, c'est un truc que tous les amateurs de BD devraient au moins lire une fois dans leur vie pour montrer à quel point le dessin peut être puissant. Comment la BD, c'est un art, ben ça le démontre entièrement. Là. Je veux dire, pour moi, là, le 9e art, c'est par des gens comme ça qu'on voit réellement que tous les gens qui sont dans la BD sont tous des grands artistes. Parce qu'ils réussissent vraiment à nous passer leurs émotions puis leurs histoires avec tant au niveau du scénario, au niveau du dessin. Puis la force de la BD, ben c'est cette symbiose parfaite entre le scénariste et le dessinateur, pas tout le temps, hein, mais actuellement c'est cette force-là qui fait en sorte que ça devient si vivant, puis que les personnages, ben on a l'impression qu'ils vivent devant nous. Alors ça c'est vraiment sublime. C'est une très belle BD. Alors j'en dirai pas plus. Arzac c'est quand même un grand classique. Allez voir ça. Parce que vous avez sûrement trouvé ça quelque part. Là, c'est facile de trouver. Là. Bon, maintenant, je vais tomber sur mon gros morceau. Puis, je pense pas réellement être capable de la mettre en valeur en tant que telle. Mais bref, je vais quand même essayer. Prophète. Prophète. À l'origine, c'était chez Humanoïdes Associés. Ça a été racheté après ça par Soleil. Prophète, c'est un œuvre de Mathieu Laufré. Mathieu Laufré, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu au niveau de la BD. Il a fait, entre autres, si je vous dis Long John Silver, je pense que tout le monde connaît ça. Là. Je veux dire, c'est comme un classique de la BD. Mais il a également fait Prophète, qui est une série de 4 tomes, qui est juste ici. Alors ça, premièrement, ça claque. Hein, je vais vous dire qu'au niveau dessin, Mathieu Laufré, pour moi, est un avatar vivant de la BD. C'est quelqu'un qui a un talent inné au niveau dessin. Et en plus, il est foutrement bon au niveau scénario aussi. Là où vous voyez en haut, hein, c'est que Dorison et Laufré, c'est que l'histoire originale a été travaillée par Xavier Dorison. Xavier Dorison, récemment, Dor des Cœurs, je pense à, entre autres, il a fait beaucoup de choses. Il a travaillé sur Torcal, Ulysse 1781, mais sa grosse série, c'est vraiment Dor des Cœurs qui sort récemment. Là. Le tome 4, d'ailleurs, est sorti. Je vais vous le présenter tantôt. Et puis, là, dans Prophète, on a un mélange de fantastique. On a un mélange également de fantasy à l'intérieur de tout ça. Et puis, je vais vous montrer rien que la première page. Moi, quand j'ai lu Prophète, et j'ai vu la première planche de cette BD-là,
tout de suite, ça m'a allumé. Je me suis dit, ça se peut pas, un homme ne peut pas dessiner comme ça. Puis quand j'ai lu les 2 premières bulles, j'ai fait comme, mon Dieu, je vais mourir. Là. Alors, regardez la qualité graphique du dessin de Mathieu Daufré, c'est carrément extraordinaire. C'est les couleurs, tout le jeu de l'ombre et des lumières, la lanterne, les feux, tout le décor. Je veux dire, ce type-là, il vit pas sur la même planète que nous. Je veux dire, pour moi, c'est quelqu'un qui a atteint vraiment le summum de son art. Et vous allez comprendre pour les gens qui me connaissent. Alors moi, quand une BD commence comme ça, alors moi, Jack Staton, professeur à la Miskatonic Université, dédie ce livre à mon mentor et collègue, le professeur Alexander Cantel, initiateur de notre expédition. Nous étions épuisés et seuls. Les professeurs Goodsmith et Lénore étaient morts d'épuisement et nos Sherpas, effrayés par d'anciennes légendes, nous avaient abandonnés depuis longtemps. Pourtant, la fortune nous sourit enfin. En effet, ce matin-là, grâce à nous, était enfin donné d'atteindre le plus de 30 années de recherche. Kachukenjuka, Himalaya, Népal, 2006. Alors, quand moi, une BD commence avec « Je suis le professeur à la Miskatonic Université », ça me dit totalement quel genre de BD je vais avoir. Pourquoi? Ben, Miskatonic Université, c'est relié avec Lovecraft. Alors, on sait très bien toute l'influence qu'on va avoir dans cette BD-là. Alors, moi, c'est sûr et certain qu'on va me parler d'horreur, on va me parler de fantasy, on va me parler de tout ce monde-là. Et ben, c'est ça, Prophète. C'est un mélange de tout ça. C'est difficile à expliquer à quel point, mais je vais quand même vous essayer de vous résumer ça. En fait, c'est l'histoire de Jack Staton, qui est un archéologue, mais un archéologue vraiment là, égocentrique, très, très, très ambitieux. C'est quelqu'un qui veut vivre de ça. Un genre de Tomb Raider un peu, là, mais encore plus méchant. Là. Tu sais, je veux dire, lui, il veut être reconnu par tout le monde, il veut vraiment être le meilleur, puis il veut se faire du cash avec ses découvertes. Bref, c'est un connard. À la base, au début, le personnage principal, c'est un con. Puis là, quand il va arriver dans cette expédition-là, il va découvrir quelque chose. Une place, un sanctuaire, qui normalement n'aurait pas dû être découvert. Mais le connard, lui, il va quand même aller voir là, malgré le fait que son ami, le professeur, va lui dire « on devrait s'en aller, il ne faut pas parler de ça à personne parce que ça peut être dangereux », ben, il va quand même avoir la peau du gain, il va écrire un livre pour faire part de ses découvertes, et en faisant ça, ben, il va faire en sorte d'ouvrir un genre d'univers, un genre de porte sur un monde parallèle, et ce monde-là, qui est un monde démoniaque, un monde vraiment là, horrible, va commencer à se juxtaposer sur notre monde à nous, et il va avoir des effets, et il va amener la destruction de notre monde comme on le connaît. Alors, le connard va vraiment détruire le monde, tout simplement. Alors, sauf que les autres personnes alentour ne voient pas ça, mais lui, il le voit. Il le sent. Et puis, à un moment donné, il va se réveiller dans ce nouveau monde-là. Et les gens qui sont dans ce domaine-là, dans ce monde-là, cet univers parallèle-là, vont le prendre pour un genre de prophète. Parce qu'en étant destructeur du monde, les gens pensent qu'ils vont le prendre pour un prophète qui peut sauver ces gens-là. Alors, mais au début, je vous le répète, c'est vraiment quelqu'un qui est comme, il ne pense qu'à lui. Et puis en plus, ben, comme je vous l'ai dit, vu que c'est lui qui a comme trouvé ce sanctuaire-là, puis qui en a parlé, ben, il est comme un peu immunisé à toute l'apocalypse qu'il va voir. Alors, il va jouer là-dedans. Ce qui est extraordinaire avec cette histoire-là, c'est que ça joue beaucoup avec le petit côté onirique. Ça joue également avec le petit côté folie. On ne sait pas trop, est-ce que c'est réellement est-ce que ça se passe réellement? Ou est-ce que c'est dans un genre de rêve? Est-ce que c'est dans un univers parallèle? Ou est-ce que c'est réellement dans notre univers à nous? Alors, on sent vraiment l'influence de Lovecraft dans cette histoire-là. Le tome 1 est extraordinaire. Le tome 1 avec Xavier Dorison Loffré, on a travaillé là-dessus, c'est vraiment sublime. C'est vraiment le livre qui met les bases et des bases solides au niveau scénaristique. Ça coule tout seul, ça lance de partout, ça met plein de pistes.
Puis là, tu fais comme, wow, on est parti sur une grosse série. Le tome 2, où Xavier Dorison n'est pas sous lui. Il a travaillé un peu sur le script, mais c'est vraiment Mathieu Laufrey qui le fait seul. Il va avec scénariste, dessinateur et le dessinateur et puis coloriste. Il va faire la couleur. On sent une petite baisse de régime au niveau scénario dans le tome 2. On sent qu'il y a des pistes qui ont été lancées par Laufrey et Dorison dans le tome 1 qui ne seront peut-être pas tous exploités, mais c'est quand même très, très marginal. On continue l'histoire vraiment de superbe façon. On va instaurer des nouveaux personnages dans ce monde-là parce que lui, il est conscient qu'il vient dans un autre monde, mais les gens qui vivent dans ce monde-là ne savent pas du tout de ce qu'il parle, mais lui, il va se rendre compte au fur et à mesure que ce monde-là, dans lequel il est rendu, ben c'est notre monde qui a été dévasté. Mais est-ce que c'est réellement notre monde? On va toujours jouer là-dessus, toujours jouer sur la frontière du réel et de l'irréel. Et aussi, le personnage va commencer à évoluer. Alors, il va devenir moins connard. Alors, il va peut-être commencer à croire que c'est vraiment lui le prophète, puis peut-être qu'il peut replacer retourner la situation pour faire en sorte que cet univers-là disparaisse puis que notre monde revienne à la place. Alors, on a vraiment une évolution du personnage. Et il va finir dans le tome 4 où ce que vraiment, là, il va avoir complètement changé. Puis il va quand même être il va prendre du galon un peu, là. On va le dire. C'est une aventure fantastique. Il y a un petit peu de mysticisme à l'intérieur de tout ça. Une grosse réflexion au niveau de nous, là, je veux dire, ça parle d'égoïsme, cette BD-là, ça parle d'individualisme, parce que, en tant que tel, toute cette apocalypse-là se passe parce que la personne veut faire de l'argent par rapport à cette découverte au lieu d'écouter le gros bon sens. Puis est-ce qu'on aurait fait pareil? Tu sais, je veux dire, c'est ça la grande question que les auteurs nous disent, c'est que si on a la possibilité, si on découvre quelque chose, qu'on a la possibilité de vivre de ça, de devenir riche avec ça, de devenir populaire, est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on le ferait pas? Je veux dire, c'est difficile à dire. On n'est pas dans cette situation-là, mais c'est vraiment comme ça. Le tome 3, ben, ça continue. Vraiment, l'histoire, là, on suit toujours l'évolution de ce personnage-là. Et le tome 4, c'est spécial parce que il s'est passé 9 ans entre le tome 3 et le tome 4. Ça a été plus compliqué. Je vous l'ai dit, il y a eu le rachat de la série par les éditions Soleil. Mathieu Laufrey avait d'autres choses parallèles à l'intérieur de tout ça. À côté de tout ça, ça a quand même pris du temps. Il est allé chercher des gens avec lui également dans le tome 4 pour le compléter parce que c'était une BD qui était très entendue. Je pense qu'il y avait également beaucoup de pression pour la terminer, cette BD-là. Et puis, il est allé s'aider de certaines personnes au niveau scénaristique. Alors, quand je vous dis qu'il s'est fait aider par Éric Ennio, qui a fait récemment le sublime La Horde du Contrevent. Alors, et Patrick Dion. Alors, il est allé chercher vraiment des gens pour l'aider à compléter ce produit-là. On sent également toute l'évolution du dessin. Je vais vous montrer des planches du tome 1 et du tome 4. Vous allez voir que Laufrey, au départ, il était génial, là. Mais on voit vraiment que 9 ans plus tard, parce que la quatrième tome, ça passe pareil 9 ans après le troisième, là, au niveau du temps. Il y a quand même une évolution au niveau du dessin, là. Ça claque, le tome 1. Puis le tome 4, ben, il te fait décrocher la mâchoire, puis il te fait vraiment, là, il nous brise les rétines, tellement c'est beau. Je vous ai montré la première planche. C'est ça l'histoire en général, mais c'est difficile d'expliquer parce que c'est une BD qu'il faut vivre. Il faut la lire, il faut la vivre, cette BD-là, parce que c'est une BD d'ambiance. C'est tellement, il y a tellement d'ambiance, il y a tellement d'éléments qui vient jouer dans le réel, l'irréel, le mysticisme, le fantastique. C'est difficile à décrire. Tu sais, c'est une BD qu'il faut la vivre. On la lit pas, cette BD-là, on la vit. C'est quand on la regarde, on se laisse pénétrer par le dessin, par les histoires. On voit la mise en scène du dessinateur avec tous les personnages, les décors qui sont sublimes, tout ça. Mais il faut réellement la vivre, cette BD-là. Je vais vous montrer quelques trucs là, qui sont extraordinairement frappants. Hein? Double page ici. Là. Vous voyez la qualité là, graphique. Le personnage est juste là. Regardez la perspective. Hein? La perspective de grandeur de la place.
C'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce genre de BD-là au niveau graphique. Hein? On en dit quoi? C'est sublime. Hein? Les yeux, l'émotion, la bouche, la grosseur aussi. Hein? On voit vraiment l'immensité de cette page-là. Et ça, c'est le tome 1. Et je vais vous présenter quelques planches du tome 4 pour vous montrer à quel point il y a eu l'évolution au niveau du dessin. Parce que je vous l'ai dit, ça a quand même changé. Je viens de vous présenter celle-là. Je vous en présenterai pas plus. Là. Hein, je veux dire, rien que ça. Là. Vous voyez l'évolution, les petits détails au niveau des... Regardez ça là. Hein? La perfection. Hein? Regardez les détails au niveau des lieux et tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est pratiquement, effectivement, il n'y a pas grand-chose de plus joli en tant que tel là, que ça. Là. Je veux dire, on arrive à un niveau où tu te dis qu'il n'y a pas de défaut. Peut-être qu'il y a d'autres dessinateurs qui vont dire « Ouais, mais il y a peut-être des défauts de perspective, il y a peut-être des défauts au niveau des ombres, tout ça. » Moi, je connais pas ça. Je suis pas un dessinateur. Mais moi, là, je veux dire, la mise en scène de cette case-là, on le voit, là, je veux dire, c'est du grand art, là. Tu sais, le personnage, c'est-tu réel? Est-tu vivant? On le sait pas trop. Il est en deux parties. Oui, le reflet, les images, le reflet, les couleurs aussi, là. Ça tape, ça casse. Vous voyez la force également du découpage, ça se dit tout seul. Les expressions des visages. Hein, je veux dire, t'as pas besoin, là, tu sais exactement qu'est-ce que le personnage ressent, là. Hein? Une très, très belle série, une très grande série de fantastique. On pourrait dire même que c'est pas réellement de la science-fiction parce qu'il n'y a pas de côté science à l'intérieur de ça. Je vous dirais que c'est fantastique. C'est vraiment une très, très belle série. Alors, tome 1, juste ici. La couverture du tome 1. On va vous les montrer. Après ça, je vais tomber dans mes nouveautés rapidement. Le tome 2. Hein, des couvertures vraiment couper le souffle. Le tome 3, juste là. Et mon préféré, pour terminer, le tome 4. Regardez ça. Hein? Wow! C'est-tu beau? C'est-tu pas beau? Hein? J'ai pas... j'aurais pas à en parler plus, mais comme je vous dis, il faut vraiment, vraiment la vivre, cette BD-là. Si vous avez la possibilité de la lire, allez-y. Quelques nouveautés rapidement, parce que ça fait quand même un bout que je vous parle. Je ne vais pas vous garder trop longtemps avec moi. Puis après ça, je vais laisser M. Proulx annoncer sa petite truc. Il va pouvoir nous indiquer dans les commentaires son annonce. Kataka était en 2017 dans mes... il va y avoir en intégrale, sûrement en intégrale, mon cher... je vérifie tout de suite. Vincent. Intégrale, oui, qui est sorti en 2016 chez Soleil. Alors oui, ça existe l'intégrale, Vincent. Kataka, je l'avais dit, le tome 1, c'était dans mes coups de cœur de 2017. Le tome 2 qui vient juste de sortir de Nuri puis Vallée. Très, très belle histoire sur les diamants du sang. Vraiment sublime. Belle BD, ça aussi. Alors ça, c'est le tome 2. Alors, c'est vraiment très, très, très beau. Batman de Marini, qui vient d'arriver à la bibliothèque. Un classique, une histoire de Batman classique. Je veux dire, dessiné de main de maître par Marini. Marini, c'est un autre extraordinaire BDiste qui dessine vraiment sublimement. Alors, hein, on voit bien que ça donnait cette petite image-là là, hein, de Gotham avec le Chevalier Noir sur la gargouille. C'est une image classique, mais ça, c'est à la touche de Marini. La perspective, les couleurs, les lumières, c'est extraordinaire. Marini, c'est un type qui parle également par son dessin. Alors ça, pour tous les amateurs de Batman, vous devez acheter ça. Vous n'avez pas le choix. C'est vraiment sublime. On y va avec les mondes de Torgal. Chris de Valor, qui est un personnage qui est apparu dans Les Archers, dans la série principale. C'est un personnage féminin extrêmement fort, un personnage féminin très, très bien développé. Alors ici, c'est son histoire. Ici, c'est le tome 7. Je vous l'ai dit tantôt, c'est par Xavier Morrison. Alors, tadam, on continue sur l'histoire, c'est vraiment sublime, Torgal. C'est les mondes de Torgal. Je sais qu'on n'a plus le petit côté Rodzinski, on n'a plus le côté Van Damme, mais c'est quand même bien, ça vient rajouter
de la chair autour de l'os, puis pour les fans inconditionnels de Torgal, c'est super le fun à écrire. Ali, est-ce que vous êtes obligé de tout lire ça si vous êtes fan de Torgal? Non. Je pense que la série de Torgal principale, ça peut suffire, mais si vous voulez avoir l'ensemble du tableau, ben, boudez pas votre plaisir, puis lisez les mondes de Torgal. Ce n'est que du bonus. Ça, je l'attendais depuis longtemps, nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, que je l'attendais depuis longtemps. 2041, la Terre est confrontée brutalement et simultanément aux deux. Un homme seul se retrouve dans la tourmente convoitée par tous les hommes. Un bug se dit un défaut affectant un programme d'informatique. Et en anglais, se dit un insecte, un bestiole, un virus. C'est un nouveau Bilal, bug. Alors, du jour au lendemain, il n'y a plus aucune machine, aucun informatique qui fonctionne dans le monde de bug. Alors, ça, c'est de la bombe. Je ne l'ai même pas encore ouvert. Je n'ai même pas feuilleté encore. Je veux dire, mon Dieu. Hein? J'en pleure quasiment, là. Je veux dire, pour moi, Bilal, c'est ça. C'est l'émotion. Quand je rouvre une BD de Bilal, c'est émotif. C'est tellement beau. C'est tellement son style. C'est tellement de la hard science-fiction extraordinairement bien écrite, bien scénarisée, bien dessinée, bien colorée. Bilal est un génie de la BD. Alors, j'ai très, très hâte de lire Bilal. Je sais que son style ne plaît pas à tout le monde, surtout au niveau de la coloration. Il travaille beaucoup sur les couleurs pastel. C'est correct, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. SOS Bonheur, qui est une BD à la base de Van Damme et de Griffo. Je l'avais dit, l'été, moi, SOS Bonheur et Shoneyman, je ne lis que ça. Je ne penserais pas qu'elle allait faire une saison 2 de SOS Bonheur, qui est une BD extraordinaire. Et oui, la saison 2 est sortie. Alors, c'est par Griffo, le même dessinateur, et Desberg au niveau du scénario. Alors, plus de 30 ans après le cauchemar d'Orwell nous promettait dans 84, qu'est-il advenu de nos libertés individuelles? Au profit de qui le gouvernement impose-t-il une norme censée organiser le bonheur de tous? Les personnages de Griffo et de Desberg sont confrontés à l'obligation de se conformer à ces lois prétendument. J'ai perdu le fil de mon idée, là, prétendument. Prévu pour assurer le bien-être collectif. S'ils refusent ces lois et s'ils se rebellent, ils seront exclus et n'auront d'autre choix que de vivre en paria. À travers de 6 destins, les auteurs posent la question de ces lois iniques, mais omniprésentes qui étouffent l'aspiration de l'ambition individuelle. Ils reprennent les thématiques explorées par Van Damme et Griffo lors de la première saison de SOS Bonheur. Certes, depuis, le monde a changé, mais cette deuxième saison de SOS Bonheur pose ces questions encore plus d'actualité. Et si vous avez encore des doutes que SOS Bonheur qui a été écrit dans les années 80 n'est pas actuel, relisez SOS Bonheur et vous allez voir que les idées à l'intérieur de tout ça, c'est des idées prémonitoires et malheureusement, c'est des idées qui sont pour la plupart arrivées et c'est pas super. J'ai énormément hâte de lire ça, SOS Bonheur. J'avais beaucoup aimé le premier. Alors, allons-y, allons-y. On continue chez Panini avec Star Wars, c'est Yoda. On suit avec la guerre secrète de Yoda par Jason Aaron, qui est quand même un grand scénariste. Panini font des super belles BD. Ils ont fait des très, très belles BD au niveau de Star Wars. J'ai très hâte de lire ça. Ça continue le cycle. Alors, on y va. Transmétropolitain de Warren Ellis et de Derek Patterson, qui est probablement une des BD les plus cyberpunk de l'histoire. Alors, ça fait longtemps que je rêvais d'avoir ça dans la bibliothèque. C'est chez Urban Vertigo, ben c'est Urban Comics, pour moi, qui est le penchant de Panini, dans le fond, mais pour DC. Ça, c'est un classique qui date quand même, mais ça a été refait en hardcover et en intégrale. Alors, c'est l'an 1, c'est les 5 volumes qui sont en arrière de tout ça. Alors, ça, c'est de la bombe. Et puis, j'ai très, très hâte de lire ça. J'ai pas tout lu, je l'ai déjà lu, là, quelques numéros, là, mais c'est vraiment de la bombe. Hein? C'est vraiment du cyberpunk à l'état pur. Très, très beau. Et je termine avec la pièce maîtresse. Quand on parle de cyberpunk en BD, ben, ça ici. Travis, mon cher ami Travis, né à Londres le 7 novembre 2018, en 2047, Travis rejoint la Cité des Étoiles en Russie afin d'y préparer le brevet de pilote de navette spatiale. Il en bave sur la partie théorique, mais démontre une capacité hors du commun. Pour le pilotage, lors de sa première mission lunaire en 2050, il se recueille sur la stèle dédiée à la mémoire de son père
et des 91 techniciens décédés 20 ans plus tôt à cause d'une malfaçon de leur bouclier anti-radiation, puis accepte une singulière proposition de Pierre Levallois, défenseur des familles et des victimes après le drame de 2030. C'est réellement une très, très belle série, Travis. C'est un genre de personnage qui ressemble beaucoup à Han Solo, un genre de contrebandier, un genre de pilote. Et on mélange vraiment tout à l'intérieur de tout ça. Intelligence artificielle, cybernétique. C'est du cyberpunk, mais dans l'espace. C'est de QA et de Duval. Alors, c'est vraiment une très, très belle série. Alors, le scénario est de Fred Duval, le même qui a fait le scénario de Wonderball avec Peko, et le dessin de Christophe Kett. Alors, c'est une belle... Et là, ça, c'est des intégrales. Alors, les trois, on a toute la série en intégrale. Et regardez les couvertures. Je sais pas si vous êtes capable de voir par l'écran. Là. On a l'impression que le dessin est comme en relief, mais non. C'est vraiment un dessin, là, mais on a l'impression vraiment que le dessin est en relief. Les couleurs sont sublimes. Les techniques de dessin là-dedans, c'est vraiment très, très beau. L'intégrale, le tome 2, juste ici. Et on termine avec l'intégrale, le tome 4. Alors, 3 beaux intégrales, que j'ai très, très hâte de lire. Alors, là-dessus, ben là, ça fait quand même longtemps que je vous parle. Je pense que ça va arrêter un peu. Me suis déjà déguisé en lui. Le roman est malade sur lequel il est basé. Ouais, ok, bon. Oui, Vincent, je vais t'en venir avec ça. Travis, ça me tente. Oui, ça tente. C'est vraiment beau, Travis. Et Monsieur Proulx, voici l'événement en question. Alors, si vous n'êtes pas membre du groupe Passion Tintin, mes fans de Tintin, ben, je pense qu'on va avoir une activité pour regrouper tous les fans de Québec, les fans de Tintin du Québec, pour en discuter. Alors, ça va être une très belle façon de se rencontrer. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, ben, vous parlez avec Monsieur Christian Proulx, qui est d'ailleurs, Monsieur Proulx, si les gens ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a collaboré, je vous dirais même plus que collaborer à ce magnifique livre-là, qui est Tintin et le Québec. Alors, Hergé au cœur de la Révolution tranquille. Alors, c'est un magnifique livre qui parle de Tintin. Et puis, ça, c'est les gens qui adorent Hergé, qui adorent Tintin. Vous devez avoir lu ça. Vous devez avoir ça dans votre bibliothèque. Alors, on a la chance d'avoir M. Proulx qui vient nous jaser Tintin. Je pense qu'il n'y a pas grand monde au Québec qui a une meilleure connaissance de Tintin que M. Proulx. Alors, si on a la chance de le rencontrer en vrai pour jaser d'Hergé, pourquoi pas? Hein? Alors, là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. Je vais vous souhaiter également de la bonne BD, de la bonne lecture. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez lire en fin de semaine, mais moi, j'ai beaucoup de lectures à faire. Et puis, on se revoit. Puis, si vous avez aimé un petit pouce, si vous n'avez pas aimé un petit pouce par en bas, puis un partage. Et puis, je vous remercie de votre écoute. C'est super apprécié. Puis, je vous souhaite bonne fin de semaine, bonne BD. Bye!